Masechet Psachim Daf Pehe, on va commencer par Pedalet Amud Bet, les 6 dernières lignes, ou un peu plus. Itmar, Ever she'en alav kazaïd basar bemakom ze, veyesh alav kazaïd basar bemakom acher. Rabbi Yochanan Amar, yesh bo mishum shvirat etzem. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, en bo mishum shvirat etzem. Nous avions appris dans le DAF précédent, c'est-à-dire DAF Pédalet, une grande discussion à propos de l'interdiction de la Torah de briser l'os de l'agneau pascal. Il est écrit dans la Torah, Ve'etzem lo tishberubo. Vous n'avez pas le droit de casser un os du Korban Pesach. Mais il y avait une discussion à propos de Etzem sheyesh alav basar ou Etzem she'en alav basar. Quel est le din si c'est un os où il n'y a pas de viande dessus? Est-ce qu'il y a tout de même l'interdiction de briser l'os, ou bien c'est assourd uniquement lorsqu'il y a de la viande dessus? Et c'est à ce moment-là, quand il y a de la viande, alors c'est assourd de le briser. C'était une mahloket entre Rabbi et Chachamim. Selon Chachamim, il n'y a pas de distinction. Peu importe, qu'il y ait de la viande, qu'il n'y ait pas de viande, assourd de briser l'os. D'après Rabbi, c'est uniquement dans la mesure où il y a de la viande collée à l'os. Là, c'est assourd de briser l'os de l'agneau pascal. Ensuite, maintenant, on va voir une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, qui correspond à une mahloket qu'on a déjà vue entre Ravina et Ravashi, à savoir, même lorsqu'il y a de la viande sur l'os, et c'est là que, d'après Rabbi, il y a issour de shvira, de briser, est-ce qu'il faut que la brisure ait lieu dans l'emplacement de la viande? Ça veut dire en dessous de la viande, il a brisé l'os. Là, il y a un issour. Ou bien, peu importe, si la shvira a lieu même en dehors de la viande, c'est tout de même assourd, étant donné que sur cet os, il y a de la viande. C'est ça la mahloket. Rabbi Yochanan est mahmir, et il dit que même si là où il a brisé, il n'y a pas de viande, mais étant donné qu'il y a de la viande dans une partie de l'os, c'est assourd, d'après Rabbi, de briser l'os. Tandis que d'après Rish Lakish, selon Rabbi, il n'y a pas d'interdiction de briser l'os uniquement si c'est sous la viande. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait bassar, bemakom, shevira. Que la chair soit bemakom à shever. Mais si dans l'os, il y a deux parties, une partie où il y a de la chair, une partie qui est nue, et il a brisé dans la partie qui est nue, selon Rish Lakish, il n'y a pas de issour de la Torah, d'après Rabbeinu Akadosh, d'après Rabbi. C'est comme ça que Tosfot explique que toute la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, c'est une mahloket selon Rabbi. Mais d'après Chachamim, on n'a pas besoin de tout cela. D'après Chachamim, même si l'os est totalement nu, on n'a pas le droit de le briser minatora. Ve'etzem lo tishberubo. Il n'a pas dit de viande. Exactement. D'après Chachamim, c'est pas shoot. Rabbi dit etzem sheyesh bo basar. Et la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish est de savoir etzem sheyesh bo basar. D'après Rabbi, c'est là qu'il y a le issour de la shvira. Ve'etzem lo tishberubo. Est-ce qu'il faut que ce soit bemakom basar ou bien filou shelo bemakom basar? D'après Rabbi Yochanan, c'est filou shelo bemakom basar. Même dans l'endroit qui est nu, si j'ai brisé un os où il y a quelque part de la viande, hayav, il recevra 39 coups. Tandis que, d'après Rish Lakish, non. Quand est-ce qu'il recevra 39 coups? Que s'il a brisé bemakom basar. Que si, là où il a cassé, il y avait de la viande au-dessus. Ça, c'est la mahloket. Alors, on relit. Itma,
il a été enseigné dans le Bet HaMidrash, Ever she'en alav kazait basar bemakom ze, veyesh alav kazait basar bemakom acher. Un membre où il y a de la chair, parce que quand on dit il y a de la chair, c'est au moins kazaït. Kazaït, c'est le shi'ur achila. En alav kazaït basar bemakom ze, aval yesh alav kazaït basar bemakom acher. Dans l'os, dans le membre, il y a de la viande kazaït dans cet endroit, mais il n'y a pas dans l'autre endroit. Rabbi Yochanan Amar, yesh bo mishum shvirat etzem. Rabbi Yochanan dit, peu importe l'emplacement de la brisure, tu as fait la avera de veretzem lotish berubo. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, en bo mishum shvirat etzem. Il n'y a pas de shvirat etzem. Pour Rish Lakish, il faut obligatoirement que ce soit Bemakom Bassar. D'après les raisons que nous avions évoquées dans le shiur précédent, à savoir pour quelle raison la Torah nous interdit de briser l'os de l'agneau pascal, on avait rappelé que c'était une question de noblesse. Am Israël est considéré un peuple royal, princier. Étant donné qu'on est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, on doit avoir un comportement de noblesse. Et lorsqu'on mange des grillades, il faut le manger avec politesse, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à briser les os pour grignoter à l'intérieur un peu de moelle ou un peu plus de croustillance. On mange la viande, mais on ne touche pas à l'os. Alors, dans ce cas-là, c'est uniquement, comme dit Rabbi, Etzem Sheyesh Bo Bassar, parce que c'est au moment où on mange de la viande qu'on a tendance à briser l'os. Mais si la raison, c'est par rapport à ce qu'on avait dit que, d'après le Maharal, de ne pas briser un os en deux, parce que c'est créer une scission, fracturer la communauté, c'est-à-dire qu'on doit apprendre l'union, puisque le Korban Pessah vient nous inciter à nous unir, et donc, de la même façon qu'il faut qu'il soit Ben Shana, âgé d'1 an et pas de 2 ans, parce que 1 c'est le chiffre de l'unité, 2 c'est la dualité, et on ne doit pas briser un os en 2. Alors si c'est cette raison, il n'y a pas de différence entre s'il y a de la viande ou il n'y a pas de viande. On comprend mieux la chita de Rabbeinu Akadosh, ou bien d'après l'explication qui disait que c'était pour montrer aux Mitzriim qu'on les défiait, eux qui servaient l'idole, le bélier, le talé, l'agneau. Alors, puisque eux idolâtraient le mouton, alors il fallait montrer qu'il était entier et qu'on l'avait égorgé. Akadosh Baruch Hu avait dit que c'était une condition sine qua non de la sortie d'Égypte, parce qu'il fallait montrer qu'on avait brisé la Avodah Zara égyptienne. Alors là, il faut justement laisser les os entiers pour qu'on voit que c'était un mouton, un agneau. Alors là, on peut comprendre plus la chita de Hachamim qui disent qu'il n'y a pas de différence s'il y a de la viande ou pas de la viande. L'os, c'est un saut de le briser. C'est stam, c'est au travers des teramim, on comprend mieux la mahloket. Bon, en tout cas, même d'après Rabbeinu Akadosh, Rabbi qui dit que c'est seulement s'il y a de la viande, de la chair sur l'os, qu'il y a le issour de Ve'etzem lotish berubo, mahloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish, à savoir, est-ce que la brisure dans cet os, peu importe là où elle a lieu, même dans l'endroit qui est nu, puisque dans un côté il y a de la chair, alors même l'endroit qui est nu, il y a le issour de Shvirat Etzem, c'est ce que pense Rabbi Yochanan, que c'est assour, peu importe. Rish Lakish dit non. Même lorsqu'il y a de la chair, le issour de la Shvira, c'est uniquement sous la chair. Tu as cassé Bemakom Shvira, là, Bemakom Bassar, la Shvira Bemakom Bassar. Mais si tu as cassé là où il n'y a pas d'os, Il n'y a pas de viande. là où il n'y a pas de viande, alors, dans cet endroit-là, il n'y a pas de issour d'après Rabbi. Quel est l'impact qui est de la viande? Alors maintenant, Rabbi Yochanan va adresser une objection à Rish Lakish. Il va lui dire, je vais te démontrer que c'est faux. Tu vas voir que, d'après Rabbi, même là où il n'y a pas de viande, étant donné qu'il y a de la chair dans un côté de l'os, le issour de Shvira, il est partout, dans tout le membre. Voici la braïta qui va lui citer. Etiv et Rabbi Yochanan, les Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan objecte
à Rish Lakish et lui dit, il lui cite la braïta suivante. La braïta interprète le pasouk. Elle dit comme ça. Ve'etzem lo tishberu bo. Ne brisez pas un os du korban Pesach. Ehad etzem sheyesh alav kazaïd basar. Ve'ehad etzem she'en alav kazaïd basar. Que ce soit un os où il y a kazaït de viande, ou que ce soit un os qui n'a pas kazaït de viande, dans tous les cas de figure, c'est assourd de briser l'os. Fin de citation de Baraïta. Et maintenant, Rabbi Yochanan analyse et il dit Maï en alav kazaït basar. Comment faut-il comprendre cette phrase? Même un os où il n'y a pas de viande. Elima de en alav kazaït basar klal. Si on va traduire littéralement que c'est un os où il n'y a pas de chair du tout, Amaï yeshbo mishum shvirat etzem. Pourquoi dis-tu que c'est assourd de briser l'os? Ce n'est pas possible. Et là, lav achi ka'amar. Ehad etzem sheyesh alav kazaït basar bemakom ze. Ve'ehad she'en alav kazaït basar bemakom ze. Ve'yesh alav kazaït basar bemakom acher. C'est-à-dire, dire qu'il s'agit d'un os qui n'a pas du tout de viande, c'est impossible. Pourquoi? Tosfot explique que pour Rabbi Yochanan et Rish Lakish, cette baraïta, c'est sûr qu'elle correspond à l'opinion de Rabbi. Car si cette baraïta correspondait à l'opinion de Chachamim, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que d'après Chachamim, il faut traduire littéralement. Etzem she'en alav kazaït basar, et tout de même, c'est assourd de le briser. Or, étant donné que cette baraïta, elle va assurément, selon l'opinion de Rabbi, qui exige bassar, sinon il n'y a pas de issour, de brisure de l'os, d'après Rabbi, qui exige bassar, est-ce que dans un os où il y a la moitié bassar, la moitié c'est nu, est-ce que dans ce cas-là aussi, c'est-à-dire même dans la partie nue de l'os, il y a le issour de shvira ou pas? Rabbi Yochanan dit que oui, c'est assour. Rish Lakish disait qu'il n'y a pas de issour. Rabbi Yochanan, comment il démontre que oui, il y a issour? Car la baraïta, qu'est-ce qu'elle dit? Ehad. Ehad, ça veut dire que ce soit ainsi ou que ce soit ainsi, hayav. Je répète la baraïta. Ehad etzem sheyesh alav kazaït basar. Ve'ehad etzem she'en alav kazaït basar. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, il y a le hiyuv. Et c'est sûr que tu ne peux pas me traduire littéralement qu'il n'y a pas de viande du tout. Parce que si dans tout l'os, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de chair du tout, un os qui est nu, d'après Rabbi, il n'y a pas de issour. Alors de quoi il parle? Forcément, il parle d'un os qui est partiellement recouvert de chair, partiellement nu, et malgré tout, si tu as brisé la partie qui est nue, tu es chayav. Que ce soit la partie qui est recouverte de chair, Ehad, Etzem sheyesh alav kazaït basar, la partie couverte, Ve'ehad Etzem she'en alav kazaït basar, c'est-à-dire la partie découverte. Dans tous les cas de figure, tu es hayav, tu es en infraction. Alors j'ai raison. Comment Rish Lakish va répondre? Amarle, Rish Lakish répond. Et là je passe au dafpé. Lo, achik amar. Voici le sens de la baraïta. Be'emet, moi je me maintiens dans ma position, à savoir que de la même façon, à savoir qu'il est interdit de briser l'os uniquement bemakom bassar, d'après Rabbi. Et s'il a brisé la partie nue, il n'y a pas de hiyuv. Alors que veut dire la baraïta? Achi ka'amar. Voici le sens de la baraïta. Ehad etzem sheyesh alav kazaït basar mi bachutz, ve'ehad etzem she'en alav kazaït basar mi bachutz, ve'yesh alav kazaït basar mi bifnim, bemakom shvira. Qu'est-ce que ça veut dire? Rish Lakish dit quelque chose de très beau. Et c'est comme ça qu'il a tiré son épingle du jeu.
il dit à Rabbi Yochanan, tu veux savoir c'est quoi le pshat de la Braïta? La Braïta, ce qu'elle veut dire, c'est que qu'il y ait de la viande à l'extérieur de l'os ou à l'intérieur de l'os, c'est toujours de la viande. C'est-à-dire, même la moelle qui se trouve à l'intérieur de l'os, c'est considéré bassar. Et donc quelqu'un qui aurait brisé un tel os, si c'est bemakom bassar, là où il y a de la moelle, il est hayav malkout. Et c'est ça la kavana. Ehad bassar sheyesh alav bassar. Pardon, ehad etzem sheyesh alav bassar. Ve'ehad etzem she'en alav bassar hayav. Que ce soit un os où il y a de la viande dessus, ou un os où il n'y a pas de viande dessus, hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de viande à l'extérieur, dessus, mais il y a de la viande à l'intérieur, dedans, c'est la moelle. Mais toujours en remplissant la condition, c'est-à-dire bemakom bassar. Il faut que la shvira soit bemakom bassar. Si la shvira, elle n'est pas bemakom bassar, alors à ce moment-là, il n'est pas tour d'après Rish Lakish, selon Rabbi. Pourquoi on donne des raisons avec viande ou pas viande, puisqu'on a donné 3 raisons philosophiques, d'accord, qui pourraient justement contredire la raison de viande ou pas viande, et en fait on voit qu'il n'y a pas de contradiction. C'est que la Torah a précisé, quand elle a dit « Ve'etzem lotishberu bo », elle n'a pas dit simplement « Ve'etzem lotishberu », ne brisez pas un os. Elle a dit « Ve'etzem lotishberu bo ». On a déjà appris dans le daf précédent que cette précision de la Torah, en disant « bo », c'est uniquement dans un korban tel qu'il est celui-là. Et on avait vu une mahloket, par exemple, est-ce que ça voulait exclure juste un korban qui n'est pas kasher? Par exemple, on a pris dans la Mishnah que quelqu'un qui brise l'os d'un korban qui est pasoul, il n'est pas chayav malkout. C'est uniquement un korban qui est kasher. Pourquoi on fait cette différence? Parce que Chachamim disait bo, kasher, vélo, pasoul. Donc nous voyons que la Torah a précisé qu'elle exige une certaine condition. Rabbeinu Akadosh avait dit que non, la condition c'est Bebaït Ehad Ye'achel. Puisque au début du passouk il est écrit Bebaït Ehad Ye'achel. Je vous lis le passouk. Bebaït Ehad Ye'achel, Lototsi mina Baït, mina Basar Chutza, Ve'etzem Lotishberu Bo. Vous vous rappelez que Rabbeinu Akadosh avait dit que les deux parties de ce verset, Bebaït Ehad Ye'achel, on parle de Achila, Ve'etzem lotishberu bo, on parle de achila. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un os avec bassar, où il y a du bassar, puisque s'il n'y a pas de bassar, c'est pas ra'ouila achila. La Torah, si elle avait dit simplement ne brisez pas un os, alors vous avez raison de poser votre question. Mais étant donné que la Torah a écrit Ve'etzem lotishberu bo, et au début du passouk elle a écrit Bebaït Ehad Ye'achel, mashma qu'il faut davka, pour qu'il y ait un issour de shvira d'après Rabbi, il faut qu'il y ait achila. S'il n'y a pas de achila, il n'y a pas de issour de shvira. Maintenant, Rabbi Yochanan et Rish Lakish sont rentrés dans le détail des détails. Lorsque Rabbeinu Akadosh nous dit que le issour de Ve'etzem lotishberu bo, c'est davka bebaït ehad ye'achel, davka si cet os-là, il y a quelque chose à manger dessus. Mais s'il n'y a rien à manger sur cet os, d'après Rabbi, la Torah n'a jamais interdit de briser cet os. Alors maintenant, quel est le din si la moitié de l'os est recouverte de viande et l'autre moitié, elle est nue, et il a brisé là où c'est nu? Est-ce que d'après Rabbi, il est hayav ou il est patour? D'après Rabbi Hanan, il est hayav. D'après Rish Lakish, il est patour. Pourquoi? Rish Lakish dit donc il faut briser là où il y a de la achila. Et si tu brises la partie nue, il n'y a pas de achila. Mais Rabbi Yochanan dit, étant donné que ce etzem, dans ce etzem, il y a de la achila,
Alors même si tu brises la partie qui est nue, ça reste un os où il y a du ochel. Et si c'est un os où il y a du ochel, il y a du bassar, alors le issour, il est toujours en vigueur. Voilà la raison pour laquelle ils sont en marche. C'est un dialogue de source. Pour Resh Lakish, Au contraire, je pense que là, on a bien entendu. Non, non, mais... pour Resh Lakish, il a résolu le problème. Dans tous les cas de figure, c'est interdit. Comment? Pour Resh Lakish, dans Oui. tous les cas de figure, c'est interdit. Au contraire, pour Ish Lakish, on interdit que en dessous de la viande. Mais si on a brisé la partie nue, on n'est pas tout. Il n'y a pas de issour de briser. C'est Rabbi Hanan qui dit que tout l'os est frappé d'interdiction. Voilà. Même la partie nue, car il y a une partie où il y a de la viande qui est ra'ouila. Et la Gemara maintenant va nous dire Vehatania. Généralement, Vehatania, c'est une question, c'est sous forme interrogative. Vehatania, pourtant il est écrit. Mais parfois, Vehatania, c'est au contraire, c'est une confirmation. Vehatania, c'est pour confirmer ce que l'on a dit. ועצם לא תשברו בו, אחד עצם שיש בו מוח, ואחד עצם שאין בו מוח. ומה אני מקיים ואכלו את הבשר בלילה הזה, בבשר שעל גבי העצם. או אינו, אלא בבשר שבתוך העצם, ומה אני מקיים ועצם לא תשברו בו, בעצם שאין בו מוח, אבל בעצם שיש בו מוח, שובר ואוכל. ואל תטמע, שהרי יבוא עשה, וידחה לא תעשה. כשהוא אומר ועצם לא ישברו בו בפסח שני, שאין תלמוד לומר, שהרי כבר נאמר, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. הווה אומר, אחד עצם שיש בו מוח, ואחד עצם שאין בו מוח. Donc, ici, il y a dans cette baraïta quelque chose d'extrêmement beau, magnifique. Quel est le din si je n'ai pas de viande sur l'os? J'ai juste de la moelle à l'intérieur de l'os. Est-ce que je pourrais m'acquitter du Korban Pessah en brisant l'os et en prenant la moelle? Ça veut dire, est-ce que j'ai le droit de briser un os pour récupérer la moelle qui est dedans, puisque la moelle aussi, c'est une partie mangeable de l'agneau pascal. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait valable? Eh bien, la réponse, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ve'etzem, non, c'est du bassar, c'est du bassar. Quelle est la preuve que c'est du bassar? On avait appris que la cervelle, au niveau de la boîte crânienne, on avait le droit de faire entrer des tiges dans les fosses nasales et d'aller récupérer la cervelle. Et c'est le céder. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de casser la boîte crânienne pour obtenir ce qu'il y a dedans. Tandis que la moelle, tu ne peux pas atteindre la moelle que si tu fractures l'os. Alors maintenant, quel est le chidouche? Le chidouche, il est le suivant. Nous aurions pu croire qu'il faut appliquer la règle assez, dohé, lota assez. C'est-à-dire, on apprend de tzitzit cette règle, qu'une obligation repousse une interdiction. L'obligation de faire la mitzvah de tzitzit repousse l'interdiction de sha'atnez. On n'a pas le droit de porter des vêtements qui sont mélangés, qui sont un mélange de lin et de laine, qu'il haïm. Mais étant donné que la Torah a juxtaposé les deux, Lotilba sha'atnez tsemer ou pishtim yahdav, et la Torah nous dit Gedilim ta'aselecha al arba kanfot kesutecha. Dans Parashat Kitetse, la Torah a juxtaposé ces deux psukim, l'interdiction de sha'atnez avec l'obligation de tzitzit. C'est pour dire que la mitzvah ta'aseh de tzitzit repousse l'ota'aseh de kil'aïm. Eh bien, nous aurions pu croire que de la même façon, la mitzvah ta'aseh de manger le korban Pesach, ve'achlou et basar balayla hazeh, c'est une mitzvah. Ça repousse l'interdiction de briser l'os. Ve'etzem lo yishberu bo, ve'etzem lo yishberu bo, c'est uniquement dans le cas où il n'y a pas de viande.
Mais dans le cas où il y a de la viande, il y a du moah. Moah, ça veut dire il y a dedans de la moelle. Eh bien, peut-être que j'ai le droit, pour accomplir la mitzvah de Pessah, j'ai le droit de transgresser le issour, de casser un os. Alors, la Torah te dit non. D'où je sais que non. Parce que la Torah a répété l'interdiction de briser l'os de l'agneau pascal, même dans Pessah Sheni, dans Parashat Beha'alotra. Alors pourquoi deux fois? Dans Parashat Bo, où on apprend le dinim de l'agneau pascal, puisque c'est dans Parashat Bo du Sefer Shemot, où on nous raconte la sortie d'Égypte et le Pessah Mitzrayim, les halachot de Pessah. Et dans Parashat Beha'alotra du Sefer Bamidbar, on retrouve le din de Pessah Sheni. Quelqu'un qui n'a pas pu faire Pessah Rishon le 14 Nissan, il peut se rattraper le 14 Iyar. Mais la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Ve'etzem lo yishberubo. Dans Parashat Shemot, dans Parashat Bo, elle écrit Ve'etzem lo tishberubo. Ne brisez pas un os. Dans Parashat Beha'alotra, elle écrit Ve'etzem lo yishberubo. Ils ne briseront pas un os. Qu'est-ce que tu as besoin de répéter? Puisque tu as déjà dit Kechol Hukata Pesach Ya'asu Oto. C'est écrit que Pesach Sheni doit être procédé, doit être opéré exactement comme le Pesach Rishon. Alors c'est bon, tu n'as pas besoin de me répéter que c'est assourd de briser un os. Ah, c'est pour te dire que l'interdiction de briser l'os, c'est même lorsque tu veux prendre la moelle pour faire la mitzvah. Et tu aurais pu croire que, étant donné que tu n'as pas de viande et que tu as que de la moelle, maintenant tu veux faire la mitzvah avec la moelle dedans. Alors, tu aurais le droit de casser l'os. C'est pour ça que la Torah, elle répète, non, ne brise pas l'os, même pas pour manger la moelle, alors que tu n'as pas de viande, c'est que la moelle, tu n'as pas le droit. Donc la répétition de l'interdiction de briser l'os, c'est pour nous dire que même lorsque tu as recours à la moelle pour faire la mitzvah, c'est assourd. Alors maintenant, on nous dit comme ça dans la Braïta. Regardez comment la Braïta nous interprète les psukim. Ve'etzem lo tishberubo. La Torah nous dit, ne brisez pas un os du Korban Pesach. Echad etzem sheyesh bo moach, ve'echad etzem she'en bo moach. C'est-à-dire que ce soit un os qui a de la moelle ou un os sans moelle, toujours interdit. Uman imekayem ve'achlu et abasar balayla hazeh, bebasar she'al gabe ha'etzem. Et quand la Torah te dit, il faut manger la viande cette nuit-là, de quelle viande il s'agit? La viande, c'est la chair qui est sur l'os et pas la moelle qui est dans l'os. Et après, la Braïta elle-même se remet en question, elle se remet en cause, et elle dit Oeno ela bebasar shebetocha etzem. Peut-être que la Torah, quand elle a dit vous mangerez la viande, elle n'a pas fait allusion que à la viande qui est sur l'os, peut-être qu'elle fait allusion aussi à la moelle qui est dans l'os. Alors comment je vais appliquer l'interdiction de briser l'os? Uniquement par rapport à un os où il n'y a pas de moelle à l'intérieur que je veux récupérer. Mais peut-être qu'un os où il y a de la moelle, un os à moelle, j'ai le droit de briser pour prendre la moelle qui est dedans, puisque c'est comme de la viande. Et ne t'étonne pas, car je peux très bien dire qu'au contraire, c'est permis de le faire parce que la mitzvah de manger la moelle, c'est une mitzvah assez, c'est une obligation. Et l'interdiction de briser l'os, c'est un lota assez. Et on a une règle, assez, dohe, lota assez. La mitzvah assez peut repousser le issur. Pour ça que la Torah se répète. Pourquoi la Torah elle s'est répétée dans Pesach Sheni? Elle a répété l'interdiction de briser l'os. Chez En Talmud Lomar, on n'avait pas besoin de nous l'apprendre encore. Car ça a déjà été dit. De là tu apprends. De là, tu apprends que dans les deux cas de figure, pas seulement
par rapport à un os où il n'y a pas de moelle, c'est assourd de briser l'os, mais même un os où il y a de la moelle, où tu aurais pu croire qu'on a le droit de briser l'os pour récupérer la moelle, assourd. Fin de citation de Baraïta. C'est une preuve par rapport à quoi? C'est une preuve par rapport à ce qu'a dit Rish Lakish, que même un os où il y a de la moelle, c'est assourd de le briser. Parce que Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il disait par rapport à la Braïta précédente? Rabbi Yochanan dit qu'à partir du moment où dans un os, il y a de la chair dessus, même la partie qui est nue, c'est assourd de briser. Rish Lakish disait non, l'interdiction de briser que c'est uniquement sous la chair, sous la viande, mais dans la partie qui est nue, il n'y a pas de issour. Rabbi Yochanan lui a dit, mais il y a écrit dans la Braïta, ועצם לא תשברו בו, אחד עצם שיש עליו כזית בשר, ואחד עצם שאין עליו כזית בשר. Et il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire, אין עליו כזית בשר? C'est sûr que tu ne peux pas traduire littéralement un os où il n'y a pas de viande du tout. Ça veut dire un os qui est partiellement recouvert de viande et partiellement découvert. Et pourtant, c'est assourd. Alors il lui dit, non, la kavana de la braïta, lo. Achika amar, אחד עצם שיש עליו כזית בשר מבחוץ, ואחד עצם שאין עליו כזית בשר מבחוץ, ויש עליו כזית בשר מבפנים, במקום שבירה. Il lui a dit, qu'est-ce que j'appelle viande? C'est soit de la viande à l'extérieur, même soit de la viande à l'intérieur. Même s'il n'y a rien comme viande à l'extérieur, mais il y a de la moelle à l'intérieur, même la moelle, ça s'appelle bassar. Pour nous dire que c'est assourd de briser l'os, mais je me maintiens dans ma position. Rish Lakish se maintient dans sa position. Que pour qu'il y ait issour de briser un os, il faut que ce soit Bemakom Bassar. Seulement la Braïta, ce qu'elle voulait dire, que peu importe où est-ce qu'il est le Bassar, que la chair soit au-dessus, à l'extérieur, ou qu'elle soit uniquement à l'intérieur, car la moelle aussi, ça s'appelle Bassar. À tel point que ça s'appelle Bassar, qu'on avait même cru qu'on aurait le droit de briser un os pour récupérer le bassar qui est dedans. Assez d'ochelotarassé. Il a fallu un pasouk spécial pour nous dire que non, on n'a pas le droit de briser un os pour récupérer la moelle. Machma que la moelle, c'est ma mâche du bassar. Donc, au niveau du issour de briser un os, Bemakom Bassar, je me maintiens que c'est Dafka Bemakom Bassar, et peu importe si c'est au-dessus ou à l'intérieur. Et maintenant, Rabbi Yochanan va poser encore une kushia à Rish Lakish. Il va lui dire, comment tu peux dire que le issour de Shvirat Etzem, c'est même dans la partie découverte de l'os. Pardon, c'est uniquement dans la partie recouverte de viande, mais pas dans la partie découverte. Comment tu peux dire une chose pareille? Je vais te démontrer que, en fait, le issour de Shvirat Etzem, c'est même dans la partie nue de l'os. Quelle est la preuve? Nous avons une Mishnah. Metive, Ever shiatsa mikzato, choter ad makom shemagia la etzem, vekolef ad shemagia la perek. Cette Mishnah figure dans Daf Pehe Amud Bet, c'est-à-dire dans le Amud Bet de notre page, de notre Daf. Figurez-vous que la Mishnah va nous parler de Yotse. Vous connaissez tous le Psoul Yotse. Au niveau des korbanot, il faut respecter l'endroit. C'est-à-dire, quand la Torah te dit, par exemple, Korban Hatat et Hacham, les Kohanim doivent manger dans la Hazara, si le Korban est sorti de la Hazara, il n'est pas soul, Nifsal Beyotse. Ou bien, par exemple, Korban Pessah, il faut le manger à l'intérieur d'Yerushalayim, si on l'a fait sortir, il n'est pas soul, il faut le brûler, on ne peut plus le manger. Il est invalidé par la sortie vers l'extérieur de ses frontières. On l'apprend du Passouk, ou Bassar, Bassadé, Terefa, Lotochelou. C'est quoi Bassar, Bassadé? La viande dans le sadé. Pourquoi ici la viande elle est Terefa et qu'elle n'était pas dans le sadé, elle est cachère? Pas du tout. Alors pourquoi la Torah nous dit ou Bassar, Bassadé, Terefa? Réponse, tout Bassar qui est sorti du Baït vers le sadé. Sadé c'est un symbole de l'extérieur par rapport au Baït qui est à l'intérieur. Donc on apprend de là la règle. À chaque fois que la Torah nous donne des frontières, des limites, au niveau spatial, au niveau de l'espace, dès qu'on est sorti de ces limites, de ces frontières, ça y est, c'est Terefa, c'est pas soul. Alors, le Korban Pessah qui doit être mangé à Yerushalayim, si jamais on l'a fait sortir à l'extérieur, il est Nifsal Beyotse, on doit le brûler. Quel est le din si la moitié du Korban Pessah est sortie à l'extérieur et la moitié est restée à l'intérieur? Ce qui est sorti est pas soul, ce qui est à l'intérieur est cachère. Maintenant, regardez quel est le din si j'avais un os, un membre,
entier où il y avait la viande du Corban Pessah. La moitié de l'os, avec la viande, est sortie dehors. La moitié est restée dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut couper la viande. La partie externe sera brûlée, la partie interne sera mangée. Qu'en est-il au niveau de l'os? Je vais casser l'os en deux? Non. Alors regardez, Rabotai, comment on va faire. La Mishnah nous enseigne qu'on va prendre un couteau, on va couper déjà, pour séparer la viande de l'extérieur et la viande de l'intérieur, on va les séparer avec le couteau. N'est-ce pas? On va faire le tour de l'os. On va retirer la viande qui se trouve à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. Cette viande-là, on va la manger. Et ensuite, on va arriver jusqu'à l'articulation des deux membres, c'est-à-dire l'os, qui est le membre dont une partie est sortie à l'extérieur, a été sortie à l'extérieur, eh bien, tout cet os-là va être brûlé. Donc, avec mon couteau, après avoir épluché, entre guillemets, l'os, c'est-à-dire j'ai récupéré la chair qui le recouvrait, je vais récupérer cette viande, je vais la manger, mais je vais arriver au niveau de l'articulation des membres, et là-bas, je vais couper avec mon couteau pour séparer les deux membres. Le membre qui... Donc maintenant que j'ai retiré la viande que je vais manger, maintenant je prends cet os, je le regarde, qu'est-ce que je vois? Je vois de la viande qui recouvre la moitié de l'os, mais cette viande, elle est immangeable parce qu'elle est interdite puisqu'elle était yotsé, et tout l'os, entièrement, je vais aller le brûler. Je ne peux pas casser l'os. Pourquoi je ne peux pas casser l'os? Ve'etzem, on n'a pas le droit de briser l'os. Donc, l'os tout entier, entièrement, je vais aller le brûler. Très bien. Ça, c'est la Mishnah qui m'enseigne cela. Rabbi Yochanan va dire à Rish Lakish, d'après toi, pourquoi on n'a pas usé d'une réflexion très simple? Je vais éplucher un peu de viande, c'est-à-dire je vais retirer un peu de viande tout autour, faire comme une rondelle de viande que je vais retirer avec mon couteau. Je vais avoir une partie de l'os qui est nue, une partie tout autour dans la circonférence, dans le contour de l'os. J'aurai retiré une partie de viande que je vais manger, d'accord? Et après, ça me suffit, je n'ai pas besoin d'enlever toute la viande. Enlève juste une partie au niveau du contour, comme un bracelet. Et là, je vais avoir de l'os nu. Et là où j'ai de l'os nu, je prends une hache et je casse. Et c'est comme ça que je vais casser l'os dans l'endroit où il n'y a pas de viande. Puisque d'après toi, Rish Lakish, le Issour de Ve'etzem, l'Onish Berubo, c'est uniquement Bemakom Bassar, là où il y a de la viande, c'est Assour. Mais là où il n'y a pas de viande, on a le droit de casser. Alors pourquoi la Mishnah nous a dit qu'il faut retirer la viande qui est à l'intérieur qu'on va manger, ce qu'on appelle kolef. Kolef, il épluche, il enlève la clipa de viande, il la mange. Et ensuite, il coupe au niveau d'articulation, mais il laisse l'os tout entier pour aller le brûler. Pourquoi? Mais il peut récupérer la moitié de l'os qui est cachère, qui n'est pas yotsé, il le récupère. Comment il le récupère? Eh bien, c'est-à-dire, mais maintenant pourquoi est-ce que la Mishnah nous oblige? La Mishnah me donne la procédure. Pourquoi elle me donne cette procédure-là? Ça veut dire, sous-entendu, que c'est assourd de couper l'os au milieu. Je n'ai pas le droit de prendre une hache, une machette et de casser l'os au milieu. Avec la chair dessus. Avec la chair dessus. Alors qu'est-ce que je fais? Je peux retirer une partie de la chair et après je casse. J'enlève une partie autour, ça change rien. Vous allez m'échaner, mais ça veut dire que on m'oblige, qu'est-ce qui est écrit? Une fois que j'ai retiré toute la viande, qu'est-ce qu'on me dit? Tu vas aller à l'extrémité de l'os, là où il y a une liaison, un tendon, un ligament qui relie cet os, ce membre, à un autre membre, et au niveau de l'articulation, tu coupes. Sous-entendu, tu n'as pas le droit de couper au milieu, tu es obligé de couper à l'extrémité. Et là, tu vas brûler tout l'os. Pourquoi? Pourquoi tu m'obliges cette procédure?
tu peux procéder différemment d'après toi, Rish Lakish. Tu peux casser l'os en deux et avoir la partie du Yotse à brûler, la partie qui n'est pas Yotse, tu la gardes à l'intérieur. Pourquoi tu m'obliges de brûler l'os tout entier? Parce que je n'ai pas le droit de le casser. C'est pas vrai, d'après toi. On aurait pu être mécalef juste une partie de la viande, je ne suis pas obligé d'être mécalef toute la viande. Et après je casse là où il n'y a pas de viande. Alors je relis. Métivé, Ever chez Yatsa Mikzato, un Ever qui est sorti partiellement de Jérusalem, des murailles d'Yerushalayim, Hoter Admakom Shemagi al Etzem, il coupe la viande, toute la viande qui se trouve à l'intérieur jusqu'à ce qu'il arrive à l'os, c'est-à-dire il enlève toute la viande jusqu'à l'os, Vekolef Hachemagia la perek, c'est-à-dire il enlève la clipa de viande jusqu'à ce qu'il arrive au perek. C'est quoi perek? L'articulation. Vechoter, et là-bas, il coupe entre les deux membres, il coupe les tendons. Vei Amart, et toi, Rabbi Resh Lakish, si tu dis que Ever she'en alav kazaïd basar bemakom ze, veyesh bemakom acher en bo shvirat etzem, si tu dis que à etzem, où il y a de la viande d'un côté, il n'y a pas de viande de l'autre côté, tu as le droit de casser là où il n'y a pas de viande, la mali des kolef hachemagia la perek vechoter, pourquoi la Mishnah nous a imposé cette procédure d'être kolef la viande, de retirer toute la viande qu'il y a dans la partie interne, jusqu'à ce qu'il arrive à l'articulation, et là-bas il coupe. T'as pas besoin de ça. Niklof B pour ta, Venit Bere, il aurait pu éplucher un peu de viande dans le contour, dans la circonférence de l'os, Venit Bere, et après il casse, puisque là-bas il n'y a pas de viande. Abaye Amar, Mishum Peka. Abaye répond à cette question, et il dit, tu veux savoir pourquoi la Mishnah ne nous a pas proposé cette solution? Parce qu'elle craint le Peka. On a déjà vu vendredi, vous vous rappelez? Bravo. Que quand tu vas casser dans l'endroit où il n'y a pas de viande, ça peut briser aussi et fissurer là où il y a de la viande. Ça veut dire que si tu n'as pas enlevé toute la viande de partout, eh bien, toi tu vas casser ici, mais l'os il peut être éclaté même en dessous de la viande. Et là, c'est assaut. Là, tu as fait un acte de briser un os où il y a de la viande dessus. C'est la raison pour laquelle la Mishnah ne pouvait pas nous proposer cela. Ravina Amar, Bekolit. Ravina nous a dit qu'on parle ici d'un os colite. C'est quoi un os colite? Un os qui est plein de moelle, où il y a un vide à l'intérieur qui est plein de moelle. C'est pas un os qui est en bloc, où il n'y a que de l'os. Parce que s'il n'y avait que de l'os, tu as raison, ta question elle est bonne. Tu retires un petit peu de viande tout autour de l'os, donc maintenant tu as une partie qui est nue, tu casses là-bas, c'était une solution. Mais étant donné que la Mishnah nous parle d'un os colite, c'est-à-dire comme le col, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est plein de moah, alors maintenant, imaginons que tu as épluché, tu as retiré la viande qu'il y a autour. Mais est-ce que tu crois que tu as le droit de briser? Non, car en dessous, qu'est-ce qu'il y a? La moelle. La moelle. Et la moelle, c'est quoi? C'est de la viande. Et donc, ça s'appelle toujours Bemakom Bassar. Tu n'as pas de solution. Tu n'as pas de solution, puisque tu as de la moelle à l'intérieur de l'os. Donc, ça s'appelle toujours Bemakom Bassar. Tu ne peux pas briser. C'est pour ça que tu es obligé de faire comme la Mishnah t'a dit. Tu retires la viande qui est à l'intérieur, qui était à l'intérieur. Cette viande-là, tu la manges. Et l'os tout entier, tu dois le sortir pour le brûler. Car tu ne peux pas le briser en deux. Tnan Hatam. Et maintenant qu'on a terminé le sujet, maintenant nous allons passer à autre chose. Nous allons passer au din de Yotse. Et maintenant, tout ce qu'on va apprendre, c'est en rapport avec le problème de Yotse. Lorsqu'une partie ou bien n'importe quel korban est sorti dehors, eh bien il est pasoul. Tnan hatam, apigul ve'anotar metamein et yadayim. Il y a une Mishnah dans le Daf Kufraf. Dans le Daf Kufkaf, on va apprendre une Mishnah qui va nous dire apigul ve'anotar metamein et yadayim.
Hachamim ont décrété la Tum'a Miderabanan par rapport au Pigoul. Pigoul, c'est quoi? C'est un korban Qui a passé qui est Pigoul parce que le Shohet, il a une mauvaise kavana. Lorsqu'il a fait la Shrita, il a pensé manger cette viande Mihutz Lizmano, au-delà du temps imparti. À partir du moment où il a pensé manger Mihutz Lizmano, alors le korban, désormais, il est pigoul. Celui qui en mangerait Hayav Karet. Maintenant, ce korban-là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le brûler. Quel est le din si on l'a touché? Est-ce qu'on est tamé? Minatora? Évidemment que non. Pourquoi est-ce qu'on serait tamé? Mais les Hachamim ont dit que oui, il est tamé miderabanan, et celui qui touche ses mains devienne tamé. Mais tamé est yadaim. Il faut qu'il fasse netilat yadaim. Ensuite, notav. Pareil, notav. C'est quoi notav? C'est quelqu'un qui a laissé du korban et il ne l'a pas mangé en temps voulu. Et étant donné qu'il a dépassé le zman, c'est devenu notav. Notav, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut le brûler. Et si on le mange, on est chayav karet. Maintenant, quel est le din? Alors, avant d'y arriver, à notre sujet, la Gemara nous a cité cette Mishnah comme introduction. Pourquoi est-ce que les Hachamim ont dit que le pigoul, il est tamé? Le notar est tamé, mais tamé est ayadaïm. Pourquoi ils ont fait ça? On va voir tout de suite la raison. Je relis. Tnad hatam apigoul ver notar metamein et ayadaïm. Rav Huna ve Rav Hizda. Pour quelle raison? C'est une mahloket entre Rav Huna et Rav Hizda. Had amar mipene hashade keuna. Et had amar mipene atzle keuna. En fait, ce n'est même pas une mahloket entre eux, c'est que chacun a expliqué la raison d'une halacha. Mar matne à pigoul, ou mar matne à nota. En fait, il y en a un qui a expliqué la raison du pigoul, pourquoi Hachamim ont décrété une tum'a, et l'autre a expliqué pourquoi le notar, Hachamim l'ont rendu tamé. Man de matne à pigoul mishum hashade keuna. Man de matne à notar mishum atzele keuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va expliquer. D'abord on va expliquer c'est quoi hashde keuna et c'est quoi atzle keuna. Pigoul, c'est une question de kavana. Le shohet, imaginons c'est un Kohen qui a fait la shrita, ou bien le Kohen qui a fait zrikat adam, parce que même à ce moment-là on peut être mefagel. Imaginons qu'on a un Kohen qui est l'ennemi du propriétaire du korban. Il a envie de lui faire payer 10 000 shekels, lui faire perdre 10 000 shekels. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la shrita, et au moment de la shrita, il dit on va manger après le zman imparti. Ce rachat là, ce Kohen rachat, il a fait perdre au propriétaire 10 000 shekels. Pourquoi? Il lui dit le korban, désolé, je me suis trompé, je l'ai rendu pigoul. Je l'ai rendu pigoul. Ah, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Oui, c'est un règlement de compte. Alors, on est hoshed, on a un soupçon, suspicion, par rapport au Kohanim qui pouvait éventuellement faire un règlement de compte avec le Baal HaKorban, et donc il pouvait lui rendre pigoul pour lui faire perdre de l'argent pour qu'il achète encore un autre korban. Vous allez me dire, mais pourquoi le Kohen ne payerait pas un dédommagement? C'est au Kohen à payer des indemnités. Réponse, ça s'appelle Hezek chez Enonikar. C'est un Nezek qui n'est pas visible. Quand est-ce qu'il faut payer pour le Nezek? C'est lorsque le Nezek, il est visible. Mais là, c'est un Nezek qui est juste dans la Marshava. Il dit, je vais le manger après le Zman imparti. Est-ce que physiquement, il a fait quelque chose au Korban? Non. Il n'a pas causé un dommage qui est tangible, palpable, visible. C'est quelque chose qui s'est fait rien qu'avec sa bouche. Alors, de ce fait, pourquoi je dis avec la bouche?
Parce que la mahshava, Rashi nous dit que à chaque fois qu'on parle de problème de mahshava, dans les Kodashim, c'est verbal. C'est une mahshava qui a été exprimée verbalement. Rashi le dit ça plusieurs fois dans le chasse, même dans Hulin Daf Mem Aleph, si je ne m'abuse pas. Le Rambam n'est pas d'accord. Rambam dit que quand on dit mahshava, c'est mahshava. C'est-à-dire même la pensée, toute seule, ça suffit. Mais bon, maintenant, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas visible. Ça veut dire qu'au niveau physique, il n'a pas touché le korban. Donc le Kohen, lui, il va pas payer. Mais c'est qui va devoir amener encore un autre korban? C'est le propriétaire. Alors on soupçonne le Kohen de vouloir régler les comptes avec son ennemi. C'est pour cela que Hachamim m'ont dit, Monsieur Kohen, quand tu vas toucher ce korban, tes mains ils vont être tamées. Alors maintenant on va chercher de l'eau pour faire Netilat Yadayim. Figurez-vous que même ça peut retenir le Kohen pour pas qu'il fasse du mal à son prochain. Faire du mal à son prochain, ça ne le dérange pas. Mais de devoir aller faire Netilat Yadayim, ça le dérange. Il est ça veut dire que il se dit, parce que la Toum'a, oulala, c'est très grave la Toum'a. Il respectait les lois de Toum'a avec vigilance, mais respecter l'autre, ça c'est pas grave. Ça tu peux porter atteinte à la poche de l'autre, ce n'est pas grave. Qu'il aille payer encore 10 000 shekels pour acheter notre korban. S'il a un compte à régler avec lui, il va lui régler les comptes. C'est-à-dire que malheureusement, l'homme, il fait très attention au mitzvot ben adam la makom, mais ben adam la havero, quand il s'agit du etrog. Mahmir, il faut qu'il soit cachère et tout. Mais quand il s'agit d'un conflit avec l'autre, là, il n'y a pas de problème. Alors voilà, c'est pour cela que Hachamim ont dit, on va décréter le din de Tum'at Yadaim par rapport au Pigoul, Mishum Hashede Keuna, car on est Hoshed des Kohanim qui risqueraient de régler les comptes. Notar, pourquoi aussi ils ont décrété que c'est tamé? Parce que Atzle Keuna, c'est quoi Atzle Keuna? Le Kohen qui ne s'empresse pas de manger la viande du korban, alors le korban il va rester jusqu'après le zman imparti. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir notar. Alors, étant donné qu'il va devenir notar, Hachamim les ont stimulés. Ils leur ont dit attention, ce notar-là, il faut aller le brûler. Quand tu vas aller le brûler, tu vas te rendre les mains tamées. Il faudra refaire Netilat Yadayim. Comme il n'a pas envie d'aller faire Netilat Yadayim, qu'est-ce que Hachamim ont dit? Mange vite! Sinon il va devenir tamé, il va te purifier les mains. Il va te rendre les mains impures. Alors, c'est comme ça que pour stimuler certains Kohanim qui étaient Hatzelim, en laissant de la viande devenir notar au lieu de s'empresser pour manger la viande, alors Hachamim ont décrété la Touma. C'est la même chose que le premier. Non, là-bas c'était à cause qu'on était Hoshed des Kohanim de vouloir être méchants. Oui, non, mais la raison, c'est la même. Mais ici, c'est par rapport aux Kohanim qui risqueraient d'être Hatzelim. Ça n'a absolument rien à voir, les deux raisons. Comme il va être méchant, il va lui rendre son korban et il devra aller faire les Tchadzaïm. Hein? Dans le Pikoun. Dans les deux cas, Hachamim ont dit, pour les Kohanim qui risqueraient de régler les comptes avec leurs ennemis, alors maintenant on va décréter la Touma, et comme ça va les dissuader. Et par rapport aux notaires des Kohanim qui risqueraient de laisser de la viande notard, pour les dissuader de laisser la viande notard et les stimuler à manger rapidement, on va leur dire que cette viande notard va leur rendre leurs mains impures. Et c'est comme ça qu'ils vont les stimuler. Avec une étiatélé. Voilà. Maintenant, il y a une autre marloquette. Mar matne kazaït. Maintenant, on va voir. Jusqu'ici, il n'y avait pas de marloquette. Jusqu'ici, chacun, il a expliqué. Là, il a expliqué Pigoul, l'autre, il a expliqué Nota. Mais maintenant, il va y avoir une marloquette. Mor matne kazaït, ou mor matne kabetza. Man de matne kazaït ki isuro, ou man de matne kabetza ketum ato. Quand on a dit que le notar et le Pigoul sont metamim et tayadaim, quel est le shi'ur minimal de la viande notar ou de la viande Pigoul pour que ça soit métamé? Alors, il y en a un qui dit kazaït, il y en a un qui dit kabetza. Kabetza, c'est le double de kazaït. Nachon? Certains disent que c'est le triple. Mais Kitsu,
Pourquoi il y en a un qui dit kazaït, il y en a un qui dit kabetza? Parce que celui qui dit kazaït, parce qu'il dit keisuro. C'est quoi keisuro? Combien? C'est ce qu'il mange. Non, le issour de manger. Le issour de manger. Quand on dit le bonhomme qui a mangé Be'issour reçoit Malkout ou Hayav Karet. Quelqu'un qui mange du pigoul. Quelqu'un qui mange du notar. Quand est-ce qu'il est Hayav Karet? Que si il a mangé Kazaït. Donc le issour de Achila du notar et du pigoul, c'est Kazaït. Pareil, quand Hachamim ont décrété de la Toum'a sur le pigoul et le notar, ils ont décrété que sur Kazaït. S'il y a moins de Kazaït, il n'y a pas de Toum'a. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Non, Kabetza. S'il y a moins de Kabetza, moins du volume d'un œuf, là, il n'y a pas de Toum'a. Mais quand est-ce qu'il y a la Toum'a? Que si il y a au minimum Kabetza. Pourquoi? Car généralement, Kabetza qui est Toum'ato, on connaît très bien le din de Toum'ato Chali Minatora, c'est Kabetza. En général, par exemple, si j'ai, regardez, ce biscuit-là, s'il était tamé, est-ce qu'il peut rendre tamé? Est-ce que ce biscuit peut rendre tamé un autre, ochel? Puisque généralement, la toum'a, elle est contagieuse. Est-ce que la toum'a de ce ochel peut contaminer un autre ochel? Mais s'il y a kabetza, pourquoi pas? C'est uniquement s'il y a kabetza. S'il y a moins de kabetza, il n'est pas métamé. Maintenant, il y a Marloket Rashi et Tosfot. Est-ce que le moins de kabetza peut devenir tamé? Est-ce que, quand on dit qu'il faut kabetza pour la toum'a, est-ce que c'est uniquement par rapport à la transmission de la toum'a, ou bien même par rapport à la réception de la toum'a? C'est Marloket Rishonim. Certains disent que moins de kabetza, ça ne peut même pas devenir tamé. D'autres disent que non, ça peut devenir tamé même moins de kabetza. Mais communiquer de la toum'a à d'autres aliments, ce n'est pas possible s'il y a moins de kabetza. Donc ça, c'est Marloket Rashi Tosfot. En tout cas, étant donné que le din de toum'at ochel, c'est kabetza au minimum, voilà pourquoi il y en a un qui dit quand est-ce que Hachamim ont décrété la toum'a sur le pigoul et le notar, que s'il y avait au moins une kabetza de pigoul au notar. Maintenant, la Gemara pose la question. Ibaya Léou. Yotse. Gazrou Rabbanan Toum'a Olo. Au niveau de la viande qui est sortie de ses frontières, ce qu'on appelle Yotse. Est-ce que c'est. Mais Kabel Toum'a, est-ce que Hachamim ont décrété que ce qui est sorti à l'extérieur, qui n'est plus mangeable et qu'il faut le brûler, est-ce que c'est comme notar et pigoul, que Hachamim ont décrété la Toum'a, ou pas? C'est uniquement notar et pigoul qui sont tamés, Midera Banan, mais Yotse, bien que c'est immangeable, il faut le brûler parce que c'est invalidé, mais Hachamim n'ont jamais décrété que la viande du Yotse est tamée. Quelle est la raison pour laquelle on va dire que oui, Hachamim ont décrété ou pas? Mi Amrinan, est-ce qu'on va dire notar ou des gazrou Rabbanan Toum'a des ateliat soulebe aval Yotse apouke beyadaim lo mafkele beyadaim velo gazrou Rabbanan Toum'a odilma loshna. C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle le notar, Hachamim ont décrété qu'il soit tamé? Parce que nous craignons la hatzlut des Kohanim, qui vont laisser le notar jusqu'au-delà du Zman imparti. D'accord? Ils ne vont pas le manger vite. Pour les stimuler, ils ont dit, allez, vite, si vous n'allez pas manger en temps et en heure, le notar il sera tamé, il va vous impurifier les mains. D'accord? Mais peut-être que c'est uniquement par rapport au notar, où ça devient notar tout seul. Je ne suis pas actif. Au contraire, je suis passif. Je ne mange pas, ça devient notar. Je n'ai pas mangé la viande, elle est restée jusqu'après l'aube, eh bien elle est devenue notar. Pour me stimuler, on a besoin de me faire peur. Mais Yotse, ça ne devient pas tout seul. Yotse, c'est qu'on l'a pris, on l'a fait sortir dehors. On a été actif. Peut-être qu'il n'y a pas à craindre que le Kohen, par nonchalance, prenne le korban et le fasse sortir à l'extérieur. Il n'y a pas de risque de Hatzle Kehuna, car là, il faut vraiment faire une action et faire sortir dehors. La nonchalance, c'est par rapport au notar. Parce que
notar, il suffit de ne rien faire et ça devient notar. Mais là, pour que ça devienne yotse, il faut le faire sortir. Alors peut-être qu'on ne craint pas à tel point la nonchalance des Kohanim qu'ils soient capables de faire sortir le korban à l'extérieur. Au loshna, ou bien peut-être que, il n'y a pas de différence. Loshna. Pourquoi loshna? Parce que de la même façon que Hachamim ont décrété pour notar que c'est tamé, même pour yotse, on craint la nonchalance. Tashma, on peut déduire la solution de ce safek par rapport à la Mishnah qu'on a déjà vue. C'est la Mishnah de Amud Bet. Ever shiatza mikzato hotech ad shemagia la'etzem vekolef ad shemagia la'perek vehoter. C'est la Mishnah qui nous dit que si jamais un membre de l'agneau pascal, on l'a fait sortir à moitié, il y a une moitié qui est en dehors des murailles de Jérusalem, une moitié à l'intérieur. Alors il prend son couteau et il coupe la moitié de la viande. La partie qui est à l'intérieur, kolef, il épluche, c'est-à-dire il retire toute la partie de viande qui était à l'intérieur, mangeable, et il la mange. Tandis que l'os lui-même, il ne faut pas le casser en deux, il coupera au niveau de l'articulation. Il va couper les tendons et les nerfs au niveau de l'articulation pour brûler entièrement cet os qui était yotse à moitié. Vei amart gazru berabanan tum'a ki hatichle mayhave akametamele. Et si tu me dis que les hachamim ont décrété le din de tum'a pour la viande qui était yotse, alors je ne comprends pas comment tu m'as dit que il a le droit de couper, d'éplucher la viande, d'éplucher l'os et récupérer la viande interne pour manger ça. Mais comment il peut manger? Mais c'est tamé, puisque la partie externe, elle s'appelle yotse. Si tu me dis que Hachamim ont décrété que la viande qui est yotse, c'est tamé, alors cette viande-là, elle était en contact avec la viande qui était à l'intérieur. Comment il peut manger la viande qui est à l'intérieur? Mais cette viande qui est à l'intérieur, elle était au contact de la viande qui était à l'extérieur. Et si tu me dis qu'il y a un décret de Tum'a pour la viande externe, alors même la viande interne devrait être interdite puisqu'elles étaient en contact l'une avec l'autre. Comment est-ce qu'on a pu... Comment la Mishnah peut nous dire, tu prends un couteau et tu coupes et tu récupères cette viande interne, et la vaddaï, de là tu déduis que Hachamim n'ont pas décrété le din de Tum'a par rapport à une viande qui était yotse. Que les mains. Non, non, aïe aïe aïe. Si je dis qu'ils ont décrété par rapport aux mains que le yotse il est métamé tayadaim, donc il est métamé aussi le bassar qui est en contact avec lui. On a une règle, que le Tum'at Ochalim c'est quelque chose qui est beaucoup plus sensible que Tum'at d'un homme. Alors de là on déduit que quoi? Qu'il n'y a pas de décret de Tum'a pour le yotse. Ah oui, sinon ça marche. Ok? Parce que s'il y avait un décret de Tum'a, donc ça contaminerait la viande d'à côté, comment tu peux la manger? La Gemara dit, non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Tum'at starim hi, mais Tum'at starim l'homme itamia. On a une règle au niveau des halachot de Tum'a. Quelle est la Tum'a qui communique? Quelle est la Tum'a qui communique de la Tum'a? C'est uniquement une Tum'a qui est glouya. Une Tum'a qui est visible. Celle qui est visible, apparente. On l'apprend de Veyadav lo shataf bamaim, mayad galouy, afkol galouy. Mais maintenant, dans cette viande, qui est autour de l'os, il y a la partie externe, superficielle de la viande, mais il y a la partie interne, c'est-à-dire la viande, quand tu vas couper au milieu, tu vas scinder en deux la viande. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette viande? Il y avait des fibres de viande qui étaient reliées. Est-ce que toi, tu vois ce qui se passe à l'intérieur des fibres? Tu vois rien du tout. Toi, tu vois que la couche superficielle de la viande. Ça fait que le contact entre la partie yotse de la viande et la partie interne de la viande, ce contact, il est basséter. Il est caché. Ça s'appelle betastarim. Tum'at betastarim,
ne communique pas de Toum'a. Alors, même si on peut envisager que Hachamim ont décrété la Toum'a sur le Yotze, et donc la partie de viande qui est à l'extérieur, elle est Be'emet Tamé ou Metamé Tayadaïm, mais ce n'est pas Metamé la viande qui est à l'intérieur, bien que c'était un seul bloc. Mais comme c'était un seul bloc, le contact entre les deux parties de viande, externe et interne, c'est un contact qui se fait de l'intérieur de la viande, des fibres. Mais on ne le voit pas. Mais on ne voit pas. Ça s'appelle Betastarim. Tum'at setarimi. Vetum'at setarim. L'homme est amia. Il n'y a pas de communication de Tum'a. Alors, on a réfuté la preuve. Regardez ça. Ulravina de amar hibure ochalin. Laf hiburu. Uchman de mifrat edami. Mai ikalememar. Hakanaga bahadade vekametame. La Gemara dit, tu as bien réfuté, c'était beau, mais écoute bien quelque chose. Ravina nous a dit un chidouche extraordinaire. Il nous dit que ça ne s'appelle pas betastarim. Ça ne s'appelle pas un contact de parties cachées. Pourquoi? Parce qu'il dit que tout ce qui est ochel, keman de mifarte. C'est quoi mifarte? Vous avez déjà entendu parler de ochla de ifradu dans ma Sechet Betza. Bravo. Dans plusieurs endroits, on retrouve cette notion de mifarti. Ochla de ifrat. Séparer. Changer et permuter la lettre tav, remplacer-la par le dalet. C'est comme nifradim. Ifrat, c'est comme nifrad. C'est vrai. Ravina pense que le contact interne qu'il y a à l'intérieur d'un aliment, c'est comme un contact externe. Regardez Rabotai, ce gâteau. Voyez-vous, c'est un seul bloc. Le contact qu'il y a entre la partie ici, voilà, il y a deux moitiés. Cette moitié-là et cette moitié-là, leur contact, il est interne. Car la pâte, elle est reliée de l'intérieur. Maintenant, si je casse en deux, d'accord? Voilà, maintenant vous avez les deux moitiés. Maintenant si je les touche, et je fais ça, est-ce qu'ils vont être mitamés? Oui. Pourquoi? Imaginons que cette partie, elle était tamée, cette partie, elle était tahor. Maintenant, quand je fais ça, la toum'a, elle passe de l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que maintenant, ça c'était galouille, ça c'était galouille. Puisque c'était galouille, visible, donc les parties visibles se sont connectées, la toum'a, elle passe. Mais si c'était un seul bloc, la toum'a, elle passe pas, on a dit. Bien que ça, c'est yotse. Cette partie, elle était yotse, elle était tamée, mais cette partie, elle était à l'intérieur, elle est à haut. La Gemara dit ça, c'est très bien, d'après tout le monde, mais pas d'après Ravina. Car Ravina nous a enseigné qu'au niveau des ochalim, même lorsque c'est un seul bloc, c'est considéré comme deux blocs. Ochalim keman de mifarti damu, c'est comme s'ils sont séparés. C'est comme si on avait en fait deux moitiés qu'on avait collées. Alors la toum'a, elle passe. Donc, dans ce cas-là, si la toum'a, elle passe, donc on a une preuve sublime de prouver qu'en effet, il n'y a pas de toum'a dans Yotse. Car s'il y avait une toum'a dans Yotse, voilà que la toum'a, elle passe. La Gemara dit, ok, c'est joli, seulement, et là, les mains des matne kazaït, delitbe kazaït, kabetza, ou mains des matne kabetza, delitbe kabetza. Je peux te dire que ici on parle dans la Mishnah. Pourquoi on nous a dit que la viande, tu peux couper à moitié et une partie, tu vas brûler, une partie, tu peux manger? Peut-être qu'on parle d'un shi'ur de viande qui était inférieur au shi'ur de Toum'a. On a vu juste précédemment la marloquette entre eux. Est-ce que c'est minimum kazaït ou minimum kabetza? Eh bien, si on a moins que le minimum, moins de kazaït d'après l'un, ou moins de kabetza d'après l'autre, eh bien, il n'y a pas de Toum'a, il n'y a pas de communication de Toum'a. Eh bien, peut-être que la Mishnah, elle parle de ce cas. Et si elle parle de ce cas, c'est peut-être pour cela qu'il n'y avait pas de communication de Toum'a, même d'après Ravina. Bien que Ravina a dit que les deux moitiés, elles sont considérées comme, c'est-à-dire, même si c'est une seule entité, c'est considéré comme deux moitiés, d'accord, deux moitiés, mais si ce sont des moitiés tellement petites, qu'il y a moins de kazaït ou moins de kabetza, donc il n'y a pas de communication de Toum'a,
Ça passe pas, il n'y a pas de contamination. Donc voilà, je peux dire que Be'emet, Hachamim ont décrété la Tum'a pour le Yotze. Alors pourquoi ici il n'y a pas de Tum'a? Parce qu'il y avait moins de shiur. Donc on est toujours à la case départ, à savoir, est-ce que Hachamim ont décrété Tum'a Beyotze, oui ou non? On n'a toujours pas de solution. La Gemara va tenter de par ailleurs. Tashma, Amotzi, Besar Pesach, Mehabura, Lehabura, Afalpi, Sheu, Belot, Ta'ase, Tahor. Nous avons une règle. C'est écrit Lototsi, Minabayit, Minabassa, Hutsa. Tu n'as pas le droit de faire sortir l'agneau de la maison, c'est-à-dire même d'un groupe à l'autre. Même si par exemple il y avait ici deux groupes qui mangeaient leur Korban Pessah, leur agneau pascal, il faut qu'ils mangent ensemble. Et on ne peut pas prendre de la viande et dire Shalom, moi je vais aller manger avec eux, mon Korban Pessah. Non, tu commences ici, tu termines ici, tu ne bouges pas de là. D'accord? Amotzi basar Pesach mehabura lehabura, afalpi sheu belota c'est tahor. Bien qu'il a été motzi d'un endroit à l'autre, la viande elle reste tahor. Mais le bonhomme, qu'est-ce qu'il a? 39 coups. Pourquoi? Parce qu'il a fait sortir la viande, mehabura lehabura. La Gemara dit Maïlav tahor ve asur deyotse mehabura lehabura. Pardon. Deyotse mehabura lehabura ki yotse chutz limchitzato dami ou mifsil na'afilo achi katanet tahor alma lo gazru rabanan tum'a. A priori, celui qui a transféré la viande du korban d'une habura à l'autre, c'est comme s'il avait fait sortir carrément du makom où on avait le droit d'avoir la viande. Ça veut dire qu'il a fait sortir la viande de son, comment on appelle ça, de sa frontière. Au Bassar Bassade Terefa. Ça s'appelle Nifsal Beyotse. Et bien que c'est Nifsal Beyotse, la Mishnah dit clairement, Tahor, Braïta, pardon. La Braïta dit clairement que c'est Tahor. Alors voilà, on a la solution à notre problème. Est-ce que Hachamim ont décrété la Tum'a sur le Yotse? Réponse non, puisque tu vois ici qu'il est Yotse, et pourtant il est Tahor. Non. Tahor ou mutar de yotse mehabura lehabura, lav ke yotse chutz mechitzato dami velo mifsil. La Gemara nous dit pas du tout. On parle ici de quelqu'un qui est, quand on a dit qu'il a été motzi mehabura lehabura, ce n'est pas considéré comme yotse chutz mechitzato. Ce n'est pas considéré comme étant quelqu'un qui a fait sortir un korban de Yerushalayim. Ça ne s'appelle même pas yotse. Et quand on dit ici tahor, ça veut dire que mutar ba'achila. Un yotse classique, il est assour ba'achila. Et il se peut que Midera Banan, on a décrété qu'il soit tamé. Puisqu'il était assour ba'achila, alors Hachamim ont décrété tum'a. Mais là, quand on a dit tahor, ici tahor, c'est pas seulement tahor au niveau du contact avec les mains. Ici, tahor, ça veut dire kasher ba'achila. Et on veut nous dire plus que cela, que ça ne s'appelle pas yotse. Bien que ce bonhomme, il est sorti d'une habura à l'autre, ou il est sorti d'une maison à l'autre, ça ne s'appelle pas bassar chez nifsal beyotse. Le bassar lui-même, il est kasher, il peut le manger encore. Comment il va le manger, les amis? Eh bien, il revient à sa habura et il mange. Mais il va recevoir 39 coups. C'est ça ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que ce bonhomme-là, il a fait un issour, mais ça ne disqualifie pas la viande. Et puisque la viande n'est pas considérée yotse, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de décret de Tum'a. Mais il se peut qu'une viande qui a été Behemet, Nifselet Beyotse, par exemple, sortie de Yerushalayim, eh bien dans ce cas-là, Behemet c'est tamé. Maintenant la Gemara nous dit, ok, tu es en train de me dire que, c'est ça, que le mot tahor ici, ça veut dire motar ba'achila. C'est ça ce que voulait dire le mot tahor. La Gemara dit c'est impossible. Mais akatane sefa ha'ochlo ha'rezerover velo ta'ase. Il est écrit clairement dans la fin de la Braïta que celui qui a fait sortir la viande d'une habura à l'autre, s'il mange ce bassar, il est envers velo ta'ase. Sous-entendu que c'est mamash nifsal beyotse. Comme il est écrit loye achel ki kodeshu. Ça veut dire que il a mamash un statut de yotse.
Et s'il a un statut de Yotse, interdit de le manger. Comme si on avait fait sortir la viande de Jérusalem. Même les Chaboura, il n'a plus le droit de manger. Ça veut dire que non seulement ça, il peut même plus revenir manger. Il peut même plus revenir dans sa Chaboura. Le fait d'être sorti d'une Chaboura à l'autre, ça a disqualifié la viande. Il peut même plus manger cette viande. Ni là-bas, ni ici. Alors la Gemara dit, tu vois que ça a mamache un caractère de Yotse. Et si ça a un caractère de Yotse, malgré tout, on nous a dit que c'est Tahor, sous-entendu qu'il n'y a pas de décret de Toum'a sur un Yotse. Alors voilà, on a une super preuve. La Gemara dit non, ce n'est pas vraiment une preuve. Pourquoi? Bishlama demandé à Markat Betsa. D'après celui qui dit que la Xéra de Hachamim de Toum'a, c'est seulement sur Kabetsa, alors Deitbe Kazaït. Alors ici, on nous dit, en effet, on parle ici d'un morceau de Kazaït. Et puisque c'était Kazaït, on te dit Tahor. Tahor, ça veut dire quoi? Que tu peux le manger. On ne peut pas parler de Toum'a. Deitbe Kazaït. Velitbe Kabetsa, puisqu'il n'y a pas Kabetsa, c'est pour ça qu'il est Tahor. Et là, les Mandéama Kazaït, Maïkalemema. Mais d'après celui qui dit que la Toum'a, les Chachamim ont décrété même sur un Kazaït, Kazaït de Notar, Kazaït de Pigoul, donc même Kazaït de Yotse. Et malgré tout, c'est écrit Tahor, sous-entendu qu'il n'y a pas de décret de Toum'a sur le Yotse. J'ai un Kazaït de Yotse, comme quelqu'un qui est parti d'une Chaboura à l'autre, assourd de manger, et pourtant c'est écrit Tahor. Tu peux pas me dire Tahor Ba'achila, parce que tu vois que c'est assourd Ba'achila. Et là c'est quoi Tahor? Tahor au contact, d'accord? Au toucher. L'homme est à Metayadain. Et bien voilà, tu as trouvé la solution. La Gemara dit Et la biyotse be Pesach lo mi ba'yalan. De lo gazru rabanan tum'a. Maitama bene habura zrizim hem. U mizhar zehirebe. Et la kika mi ba'yalan be yotse be kadashim mai. La Gemara dit, en réalité, juste le contraire. Au niveau de la viande du Korban Pesach, je n'ai même pas de safek. Pourquoi? Parce que qu'il soit tahor, c'est pas choute qu'il est tahor. Même kabetza et tout tahor. Pourquoi? Le gazou hachamim. Les hachamim n'ont pas été gozrim dans Yotse du Pesach. Pourquoi? Parce que là, on est en Haboura. On est nombreux à manger ensemble. Donc si j'ai envie de sortir, il y a le copain qui va me dire « Hey, ne sors pas avec! Un sourd! Bassar, tu sors pas! Ne bouge pas de Haboura les Haboura! Ne bouge pas d'une maison à l'autre! Ne bouge pas! » Puisqu'on est nombreux à se rappeler mutuellement l'interdiction de sortir, Hachamim n'avait pas besoin de décréter la Toum'a pour nous stimuler, pour nous rappeler le Issou. Tandis que, si question y a-t-il à savoir est-ce que Hachamim ont décrété Toum'a sur le Korban, c'est par rapport aux autres Kodashim, aux autres Korbanot qui appartiennent à un particulier, qui n'est pas mangé avec un groupe de personnes qui se rappellent mutuellement. Quel est le din? Est-ce que Bémet, Hachamim ont décrété la Toum'a, oui ou non? Donc ça fait que l'histoire de Tahor au niveau du Korban Pesach n'est pas une preuve par rapport à notre Safek. Car notre Safek, maintenant, la Gemara a aiguisé, précisé, en disant que le Safek, on ne se le posait pas pour Korban Pesach. On se le posait que pour les autres Kodashim. Quel est le din? Ils ont décrété Toum'a, oui ou non? Teko. Teko, ça veut dire que c'est resté un Safek en suspens. On continue. Umotzi besar pesach mehabura lechabura minayin. Et d'où on apprend l'interdiction thoraïque de faire sortir de la viande d'une habura à l'autre. Detania lototzi minabait minabasar chutza. Il est écrit clairement dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire sortir de la viande de la maison. En li la mibait les baït. Mehabura lechabura minayin. Ok, ça j'ai bien compris que mibait les baït, il y a une interdiction. Mais qui me dit qu'on a la même interdiction également d'un groupe à l'autre? Talmud Omar Hutza. Hutz le achilato. On aurait pu écrire Hutz. Regardez, mais même pas. On n'avait même pas besoin d'écrire ça. L'ototsi minabait. Pourquoi tu as écrit le mot Hutza? Regardez la deuxième ligne de Rashi. Hutza krayeterahu. C'est un mot en plus. Les melaf,
Chutz le Haburat Achilato. Pour te dire que non seulement Minabaït c'est Assour, mais même dans la même maison, il y a deux groupes, interdit de passer d'un groupe à l'autre. Parce que ça s'appelle Chutza, à l'extérieur du groupe. Parce que si c'était à l'extérieur de la maison, on aurait pu écrire juste l'Ototsi Minabaït. Oui, la Chutza, ça vaut deux, oui. Il dit Minabaït, oui, d'accord. Très bien. Chutza, Chutz le Achilato. Amar Rabbi Ami, Hamotzi Besar Pesach mihabura lehabura eno hayav ad sheyaniach. Hotza active beke Shabbat. Ma Shabbat ade avid akira ve'anaha, afachanami ade avid akira ve'anaha. Quelque chose d'incroyable. Si par exemple le bonhomme a pris la viande, il a marché avec cette viande dans la main, il s'est levé, il était avec ce groupe et il marche pour aller vers l'autre groupe. Il marche, et maintenant on lui dit, et c'est assourd. Alors il revient. Est-ce qu'il va recevoir Malkout? Est-ce que la viande elle est disqualifiée? Réponse non. Pourquoi? Puisqu'il est écrit dans la Torah, l'Ototsi ne fait pas sortir comme la Hotza'a et Shabbat. On a déjà appris que la Hotza'a et Shabbat, il faut trois éléments. Akira, Havara, Anaha. Soulever du Reshut Dayachid, sortir au Reshut Arabim, déposer. S'il n'y a pas eu ces trois éléments, il n'y a pas de Hotza'a. Alors là aussi, puisque la Torah nous parle de Hotza'a, donc forcément, c'est de cela qu'il s'agit. An de Ravid Hanaha. Metiv Rabbi Abba bar Mamal, Hayusov limotam bemotot, Harishonim yatz'u chutz lechomat ha'azara ve'acharonim lo yatz'u, Harishonim metameim begadim ve'acharonim en metameim begadim, ve'halonach, hu motiv la ve'hu mefarek la benigrarin. C'est-à-dire que nous avons une halakha qui consiste les dinim de Parim Anisrafim. Vous savez c'est quoi Parim Anisrafim? Généralement, le korban hatat, il est mangé par le Kohen. Korban hatat, korban hacham, n'est-ce pas? Mais il y a des korban hatat qui sont exceptionnels, qui ne seront pas mangés, ils seront brûlés en dehors du Mahane, en dehors du Yerushalayim carrément. Mais chutz le Mahane Israël. C'est le korban hatat qu'apporte le par Kohen HaMashiach. Par exemple, un Kohen HaMashiach qui a enseigné une halakha fausse. Il a autorisé quelque chose qui était assour bekaret. Et non seulement qu'il a autorisé pour les autres, lui-même, il a pratiqué. Ça s'appelle par Kohen HaMashiach. Ou bien, si le Beddin s'est trompé, il a enseigné au Tzibour des choses qui étaient interdites, le Tzibour a suivi, eh bien, ça s'appelle par Elem Davar chez le Tzibour. Ou bien le par Kohen Gadol de Yom Kippour, Parim Anisrafim. Regardez Rashi. Parim Anisrafim, Kegon Parve Sa'ir, chez Yom Kippourim, aussi le Sa'ir, le bouc, pas le bouc émissaire, le bouc, les Hatat du Yom Kippourim, ou par Alem Davar chez Tzibour, ou par Kohen HaMashiach, Anisrafim, Chutz le Shalosh Machanot, Vialfinan Beseder Yoma, les Halam Mish'ar Parim Anisrafim, et Noten Lahem Shalosh Machanot, les Kan Beyom Kippourim, et Noten Lahem Machane Ahad Bitmia. En tout cas, la suite, c'est que il est écrit. אלא לומר לך, כיוון שיצאו חוץ למחנה אחת מטמא בגדים, דהקטי והשורף אותם יכבס בגדם. על מה כשיוצאים מן העזרה מטמא בגדים, שעליהם מיד, ואף על גב דלא נח, ואחר הוצאה אקטיב, דכתיב הוציא את הפר. La question de la Gemara, c'est que, en effet, il est écrit, par rapport à ces parim anisrafim, que quand on fait sortir ces parim anisrafim à l'extérieur, celui qui va aller pour les brûler à l'extérieur, ces bgadim vont être tamés. Ça veut dire lui et les bgadim vont être tamés. Et là-bas, on parle de vehotzi. Et pourtant, ce monsieur, il marche, et sans avoir fait la anaha, déjà, il est tamé. Alors pourquoi tu me dis que Hotza'a, c'est forcément comme Shabbat? Il y a une autre référence où on voit que la Hotza'a, c'est pas forcément avec une hanaha. Alors là aussi, peut-être que, même sans avoir déposé la viande ailleurs, ça s'appelle motzi, même sans faire anaha, exactement comme le par Vesaïr chez Yom Kippourim. Alors la Gemara répond, elle dit que lui-même il a répondu, il s'est auto-répondu. Rabbi Abba bar Mamal qui a posé la question. Où motive-la vehu mefarekla. Benigrarim. Là-bas, la Mishnah elle parlait de quelqu'un qui tirait le parim anisrafim, il est traîné par terre. Donc c'est pour cela que c'est considéré comme un naha, même lorsque il s'est pas vraiment arrêté. Comme il est tiré, c'était comme déjà un monah, puisque c'était déjà par terre.
ou bien, même si ce n'était pas mamash par terre, mais c'était dans les 3 tfahim proches du sol, où on considère que c'est comme déjà posé sur le sol. Nouvelle Mishnah. Ever shiatsa miktsato, un membre qui est sorti partiellement du Korban Pesach à l'extérieur de Yerushalayim, Hoter, ad shemagia la'etzem, vekolef, ad shemagia la'perek vehoter. On a déjà vu ça, qu'avec son couteau, il va couper dans la circonférence, dans le contour, et la viande qui était à l'intérieur, il va l'éplucher, il va la récupérer, il va la manger. Et tout le reste, après ça, quand il arrive à l'articulation, il coupe les tendons, nerfs et ligaments qui relient les 2 membres, et cet os-là, où il y a de la viande qui était yotse, tout cet os, il va aller le brûler. Mais s'il ne s'agissait pas du korban Pessah, où il y a une interdiction de casser l'os, pour les autres korbanot, on n'a pas besoin de faire comme ça. On peut prendre une hache, une machette, et briser l'os en 2, et de brûler que la partie externe, et conserver la partie interne, puisque pour les autres korbanot, la Torah ne nous a pas interdit de briser l'os. Mina agav elifnim kelifnim, mina agav elahutz kelahutz. Ahalonot ve'ovi ahoma kelifnim. Qu'est-ce qu'on appelle yotse? Faire sortir en dehors de Yerushalayim. Eh bien, faire sortir en dehors de Yerushalayim, n'est-ce pas? Eh bien, quel est le din si le korban il est sorti des murailles de Jérusalem, mais il se trouve à l'intérieur de l'épaisseur de la muraille? C'est-à-dire, la muraille de Yerushalayim, elle a une épaisseur. Là où se trouvait le portail, là où se trouvaient les fenêtres, le halon et tout ça, est-ce que l'épaisseur de la Homa, c'est considéré comme l'intérieur d'Yerushalayim, et donc le korban qui est arrivé ici, il est encore cachère, ou bien c'est considéré comme yotse à l'extérieur d'Yerushalayim, donc le korban est déjà pasoul. Alors on nous dit comme ça, Mina agaf velifnim kelifnim, Mina agaf velahutz kelahutz. Qu'est-ce que c'est que agaf? Agaf, c'est là où la porte cogne, là où il y a le battement de la porte, dans le sens où il y avait une charnière qui tenait la porte. La porte, elle s'ouvre, mais ensuite, il y a comment on appelle ça, le butoir. Une butoir, c'est là où la butée, là où la porte va s'arrêter et elle va cogner, n'est-ce pas? Alors, de là où la porte s'arrête et l'intérieur de Yerushalayim, même cette épaisseur de muraille s'appelle Kelifnim. À l'extérieur de la porte, ça s'appelle Kelahutz. Donc même l'intérieur de la muraille, c'est-à-dire l'épaisseur même de l'entrée de Yerushalayim, qui est sous le plafond de la muraille, entre les murs de la muraille, eh bien là, ça dépend de la porte. C'est la porte qui délimite. Ah, vous voulez dire où se trouve la porte, aller vers l'extérieur voilà. Ou l'intérieur? La porte, elle est au milieu. Donc, la porte, elle est au milieu donc, de l'entrée. Alors, la porte délimite. Derrière la porte, c'est-à-dire vers l'extérieur, c'est l'extérieur. Devant la porte, à l'intérieur, c'est considéré. Amar Abuda Amara Vechen Nitfila. Pareil pour la Tfila. Rachidi, Haomed min Agav elifni mitztaref le Asara, Ve'omed min Chutz HaPetach en mitztaref. C'est-à-dire, si par exemple nous avons besoin d'un minyan, on a 9 personnes et une personne, est-ce que la 10e personne s'associe et elle est considérée le Betsibour? Oui. Maintenant, quel est le din? C'est le Bidiouk. Il y a 9 personnes à l'intérieur de la muraille et nous avons une personne qui se trouve dans l'épaisseur de la muraille, c'est-à-dire à l'entrée. Alors elle est considérée comme faisant partie du Tzibour, oui ou non? Alors pareil, c'est exactement le même din. Si Rachidi, s'il est de l'autre côté de la porte, vers l'intérieur, tout va bien. Mais s'il est à l'extérieur, il est considéré comme Bahutz et il ne sera pas associé au Minyan. Upliga de Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Afilu mechitza shel barzel ena mafsekel ben Israël aviem sheba shamayim. Rabbi Yoshua ben Levi dit que non, la porte ne peut pas faire écran. Pourquoi? Parce que même une mechitza en métal ne peut pas séparer Israël d'Akadosh Baruch Hu. Sous-entendu que oui, il peut être associé, puisque Akadosh Baruch Hu, il le voit à ce monsieur. Donc, même s'il y avait une porte carrément qui les séparait, il fait partie du minyan, puisque devant Hachem, il n'y a aucune
aucun écran. Donc même s'il est en dehors du pétard, il est mitztaref. La Gemara pose une contradiction. Haguf Akashia, la Mishnah se contredit. La Mishnah se contredit. Pourquoi? Amart mina agav elifnim kelifnim, ha'agav hatzmo kelachut. Ima sifa mina agav elachut kelachut, ha'agav hatzmo kelifnim. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Tu m'as dit dans la Mishnah au début, regardez au milieu de la Mishnah. Mina agav elifnim kelifnim, mina agav elachut kelachut. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu me dis Mina agaf velifnim kelifnim, maintenant quel est le din du agaf lui-même? C'est quoi agaf? Parce que même la porte elle-même, elle est épaisse. Oui? L'épaisseur de la porte. L'épaisseur de la porte. Je l'ouvre la porte. Moi, je me trouve juste là où se trouvait le portail. Quel est le statut de l'épaisseur du portail? Vous avez laissé le butoir. Oui, mais maintenant, la porte, oui, mais la porte elle-même, quand je vais l'ouvrir, d'accord? Je vais l'ouvrir, je vais avoir une épaisseur. Au niveau de la porte elle-même, on avait dit qu'en dehors de la porte, c'est l'extérieur. Bachutz. Devant la porte, c'est Bifni. Maintenant, l'épaisseur de la porte elle-même, alors, c'est autocontradictoire. Car si je suis médaillek du début, a priori, c'est comme à l'intérieur. Si je suis médaillek de la fin, c'est comme à l'extérieur. Regardez comment c'est écrit. Mina agav elifnim kelifnim. Quand tu me dis Mina agav elifnim, ça veut dire que le agaf lui-même, il est que la chutz. Et massifa, Mina agav et la chutz que la chutz. Quand tu me dis Mina agav et la chutz, c'est comme chutz. Machma que agaf atzmo kelifnim. Contradictoire. La kashia. Kan besha'are azara. Yerushalayim. Au niveau de la Hazara du Beth Amikdash, les portes, c'est-à-dire l'épaisseur de la porte d'entrée, c'est considéré comme l'intérieur. Mais au niveau d'Yerushalayim, l'épaisseur de la porte n'a pas été considérée comme étant comme l'intérieur. C'est-à-dire qu'en effet, c'est considéré comme à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Shmuel bar Yitzchak a dit pourquoi les portes de Yerushalayim n'ont pas été sacralisées? Parce que les Metzoraïm avaient besoin de cet endroit pour se réfugier. Ça veut dire les Metzoraïm qui se trouvent en dehors d'Yerushalayim, parce qu'il fallait qu'ils soient en dehors de Mahane Israël. Maintenant, quand il y a de la pluie, il y a de la neige, où est-ce qu'ils se mettent? Eh bien, il faut qu'ils se mettent dans un endroit protégé. C'est pour cela que les Sha'arei Yerushalayim, on les a laissés sans les sacraliser, pour que ça permette aux Metzoraïm de se trouver là-bas en dehors du Mahane. Pour se protéger du soleil en été et des pluies en hiver. En général, on a dit que l'épaisseur des portes de Yerushalayim à l'entrée de chaque porte, eh bien, en effet, c'est considéré kadosh, à l'exception de Sha'arei Nikanor. L'épaisseur de Sha'arei Nikanor n'était pas kadosh. Pourquoi? Parce que les Metzoraïm, quand ils venaient le 8e jour, parce que vous savez qu'un Metzora, après avoir été au mikvé, après avoir fait toute la procédure de se raser entièrement, et qu'il a été au mikvé, qu'il a été... toute la purification, très bien, maintenant il est tahor. Mais pour entrer au Beth Amikdash, il n'est pas encore tahor jusqu'à ce qu'il amène un korban. Et ce jour-là, on allait prendre du sang qu'on allait lui mettre sur les pouces, sur le lobe de l'oreille, sur l'orteil, sur Tenuch Ozno. Tout cela, il fallait qu'il puisse se tenir dans un endroit où le Kohen allait lui mettre ce sang et cette huile sur ces parties-là. Le lobe de l'oreille, sur le pouce et sur l'orteil. Alors, étant donné qu'il fallait qu'il puisse mettre ses doigts là-bas, donc il fallait laisser ça impur. Et pardon, il fallait laisser ça non sacralisé pour qu'il puisse se tenir là-bas. Alors maintenant, Rachid donne deux pirouchim. Soit qu'on dit que le fait de rentrer juste un doigt, juste
comment on appelle ça, c'est pas considéré comme bi'a shlema, donc il n'est pas en infraction, il avait le droit. C'est comme ça que on peut imaginer, parce que c'est juste bi'a bemiktsat, et bi'a bemiktsat, ce n'est pas considéré comme comme si tout le corps était rentré là-dedans. Inami, shema bi'a gzerat hakatuvi. Ou bien on peut dire que Mehmet, même faire entrer une partie du corps, même un doigt, c'est assourd, mais seulement, Akadosh Baruch Hu, il a dit que pour le Metzora, c'est permis de faire ça. Alors c'est que Baruch Hu a dit, on n'y peut rien. Il faisait rentrer là-bas les behonot, les pouces. À quelle porte alors? Et l'orteil. La porte De Sha'ari Nicanor. Nicanor, c'est toute une histoire qu'on n'a pas le droit de rappeler, enfin qu'on n'a pas le temps maintenant de raconter, comment Nicanor avait ramené ses portes de cuivre d'Alexandrie et le nes qu'il a eu dans le bateau, et que finalement lorsqu'on a changé et échangé toutes les portes de cuivre du Beth Amikdash avec des portes en or, on a laissé celle de Nicanor parce que ça rappelait le nes. Que quand il était en mer, que le capitaine avait dit qu'il fallait jeter dans la mer tout ce qu'il y avait de lourd parce qu'il y avait une tempête, alors on avait jeté la première porte. Quand on a voulu jeter la deuxième, il s'est accroché, il a dit, dans ce cas-là, jetez-moi à la mer avec. Et il y a eu un nes, et la tempête s'est calmée. C'est comme ça qu'ils sont arrivés, ils sont arrivés à bon port, à destination, mais ils pleuraient par rapport à l'autre porte qui était jetée dans la mer, et il y a eu un nes. Un nes, il y a deux versions dans la Gemara, quel nes il y a eu, soit qu'une baleine qui avait avalé cette porte, elle a rejeté sur le rivage, soit que la porte, elle s'est bloquée sous le bateau, et quand ils sont arrivés à destination, la porte était là avec.